Ce podcast est autoproduit par l'agence You Choose. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Raconte-nous. Aujourd'hui, je suis super contente d'être avec Marie. Marie qui est coach et qui va se présenter. Exactement, une autre Marie, c'est un épisode full Marie finalement. C'est ça. Mais moi aussi, je suis super contente d'être avec Marie. Ouais. Je m'appelle Marie Ronceret. Du coup, je suis coach professionnelle, une ancienne sportive de haut niveau. J'ai créé une société de coaching sportif que j'ai toujours et que j'ai complétée avec une société d'accompagnement dans le coaching professionnel. En gros, on vient ramener tous les principes de l'entraînement sportif et de la performance pour monsieur et madame tout le monde dans leur carrière professionnelle. Ok, super. Du coup, donc il y a plein de choses qui me parlent, sport, carrière professionnelle. Quelle typologie de personnes tu accompagnes au quotidien? Comme j'ai dit, tu vois, tu m'as posé la question Ouais. si est-ce qu'il y avait un type de personnalité. Non, je crois pas. Alors, j'ai beaucoup accompagné les femmes au départ. D'accord. Parce que forcément plus concernée par les problèmes, parce que j'en suis une et j'étais passée par certaines étapes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de managers, c'est vrai, de gens avec de responsabilités ou des dirigeants, et pas que, des entrepreneurs aussi, et c'est des fois aussi des hommes. Donc il n'y a pas un modèle. Ce que j'ai envie de te dire, le seul dénominateur commun, c'est des gens qui ont réalisé qu'il y avait une forme de frustration ou d'insatisfaction dans la vie qu'ils menaient actuellement et qui ont un vrai désir un vrai inconfort à rester dans la place dans laquelle ils sont. C'est juste le dénominateur commun. Oui, parce que c'est vrai que on entend beaucoup parler de coach, de coaching. On sait peu ce que c'est finalement, puisque maintenant c'est devenu un petit peu un mot tiroir où on met beaucoup de choses. Comment est-ce que toi, en tout cas, tu définirais le coaching, ou à partir de quand on fait appel à un coach, par exemple, plutôt qu'un psychologue ou un thérapeute? Alors, c'est une super question et tu mets le doigt sur une petite douleur aussi de mon côté. C'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mot coaching ou coach est très galvaudé ou à toutes les sauces. On trouve beaucoup de coachs, souvent j'ai envie de dire, on trouve beaucoup de coachs et on trouve beaucoup moins de gens qui font et qui sont dans l'opérationnel. C'est bien et c'est pas bien. C'est dans le sens où c'est très bien que les gens aient cette démarche parce que le coaching, en fait, c'est une méthode. Il y a, à la différence d'une psychothérapie où on va aller chercher dans le passé tous les blocages, tous les traumatismes du passé, le coaching, c'est, comme je te disais, on fait un audit d'une situation insatisfaisante ou qu'on cherche à faire progresser et on va appliquer des outils, une méthode dans un processus. Et le processus, c'est d'aller d'un point A, l'audit, au point B, la situation désirée. Donc, ce qui est bien, c'est que les gens appliquent des méthodes pour progresser, ça c'est chouette. Peut-être ce qui l'est moins actuellement dans le milieu du coaching, c'est que c'est un peu tout le monde qui va dire ah bah tiens je suis coach quelle est quelque part la légitimité ou quel est le background. Mais j'ai envie de dire c'est comme le boulanger, il y a des boulangers à tous les coins de rue. On va essayer de trouver celui qui nous correspond le plus et le pain qu'on apprécie. Donc tant mieux quelque part qu'il y ait autant de coachs. Ouais. Et sur ça, j'avoue, je te rejoins parce que on fait, en tout cas par rapport au coach, quand on choisit un coach, on choisit aussi un peu déjà le feeling que tu as avec la personne, la méthode et la confiance en lui, de te dire ok, il va réussir à m'amener à un point A au point B, enfin en tout cas ensemble, même si ça vient de la personne, ensemble on va, enfin j'y crois quoi, ça va fonctionner. Et on parle, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de coachs, parce qu'ils se disent finalement je peux être coach par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon expérience de vie. J'ai fait tel chemin, tu vois, comme toi tu disais je suis sportive, enfin ancienne sportive de haut niveau, c'est de te dire comment je peux mettre à profit mon expérience et ce que j'ai vécu et potentiellement les blocages que j'ai eus et que j'ai réussi à débloquer par X ou Y levier
comment je peux le transmettre en fait à mon tour. Donc, je pense que tu as raison. J'aime bien la similitude avec les boulangers. Je pense que voilà, à toi après de choisir le pain C'est ça, le tu pain que préfères, tu quoi. aimes ou l'histoire qui t'inspire quelque part. Tu disais très justement que il y a une condition, c'est qu'il faut avoir la confiance. Exactement. Et le coach, la personne qu'on va choisir comme coach, doit nous inspirer ou inspirer confiance déjà. C'est un présupposé. Après, on peut aussi valider la méthode, la méthodologie. Et puis, comme tu disais, quelque part, j'ai un client, un ancien client qui m'a dit t'es la seule vraie coach que je connaisse parce que tous les autres coachs que j'ai rencontrés ont essayé de me faire faire des choses qu'eux n'ont jamais réussi à faire. Et donc, voilà, il y avait une forme pour lui, de non-alignement ou on parle de congruence en coaching, entre ce qui est dit et ce qui est incarné. Exactement, ouais. Et je pense qu'effectivement, sur ça, tu as raison. Incarner sa posture Ouais. de coach, c'est vraiment le plus important. Est-ce qu'il y a, donc effectivement, donc c'est ce que tu me disais, t'accompagnes, enfin, en tout cas, de base, c'est monsieur et madame tout le monde. Il s'avère que t'accompagnes plus de managers, d'entrepreneurs. Est-ce que il y a des blocages qui reviennent, ou quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent? Ce que moi je vois, c'est pas, c'est plutôt des moments de vie. Moi, j'appelle ça des moments pivots. Les moments où j'interviens et là où il y a le plus d'impact, c'est quand la personne sent que ça bouge, qu'il y a du changement, que ça soit à titre personnel, ça va être une séparation, un divorce, ou à l'inverse, la rencontre de quelqu'un où on sent que ça peut donner quelque chose et ça peut donner le tournis aussi. Ça va être le changement, par exemple, devenir maman ou papa. D'ailleurs, moi, j'accompagne aussi beaucoup de papas. Ça va être un changement de poste ou un changement de milieu professionnel ou un déménagement. En fait, toutes les phases, ou alors ça va être aussi une évolution physiologique. Par exemple, je pense aux femmes, passage à la ménopause, par exemple, où on sent que le corps se transforme et que ça marche plus exactement comme ça marchait avant. Donc en fait, c'est dans toutes ces phases-là où moi, ce que je propose a le plus d'impact. Et c'est-à-dire que la méthode que j'ai développée et éprouvée, du coup, et vécue, elle repose sur 4 piliers. Et après, j'ai aussi tout un parcours de 12 étapes et qui permettent en fait de retrouver une forme d'instabilité quand tout bouge autour. Je vais me concentrer sur 4 choses qui sont sous mon contrôle. Et après, évidemment, j'ai pas de maîtrise sur le reste. Mais quelque part, le reste va suivre parce que j'aurai donné une forme de direction. Ouais, donc ce que tu dis, c'est que c'est vraiment dans les phases de changement, de l'inconnu, d'évolution, de mouvement, genre où finalement on sort de sa zone de confort. Enfin, la vie nous fait sortir de notre zone de confort par force, entre guillemets, quoi qu'il arrive. Exactement, ouais. Et là, à ce moment-là, tu sens un peu oula, comment je fais, pas mal de peurs, en fait, finalement, qui ressurgissent. Et là, à ce moment-là, c'est ton accompagnement dont on va parler. Enfin, c'est pour ça, en tout cas, qu'ils font appel à toi, pour vraiment accompagner ce changement. Les peurs, c'est quoi? C'est peur de ne pas y arriver, de pas être à la hauteur, de s'auto-saboter, de l'inconnu. Qu'est-ce qui revient Il y a un peu tout ça. Je pense que la première peur, elle est de lâcher. De lâcher ce qu'on connaît déjà sans savoir qu'est-ce qu'on va attraper derrière. Et ça, c'est très difficile d'accepter de lâcher. Quand on regarde, tu vois, c'est marrant parce que, alors rien à voir, moi j'avais pas prévu, mais je me suis posé la question en regardant les gens prendre les escalators tout à l'heure, en arrivant, et je vois beaucoup de personnes hésiter au moment d'y aller. Le truc roule, et ça met 5-10 secondes, parfois même plus, avant d'y aller. Et ce que je vois, c'est que les personnes vont d'abord poser la main sur la main qui roule, et puis après, ça les force à y aller. Et c'est un peu ça, c'est que
au début, tu es sur la terre ferme, c'est stable, tu as tes appuis, ça bouge pas, puis là, ça s'accélère, il y a un changement. Bah, tu sais pas à quel rythme va l'escalator, tu sais pas si tu vas réussir à t'agripper au bon moment, tu vas peut-être chuter, peut-être que... Et en fait, à un moment, faut y aller. Et la réponse, tu l'auras que quand tu y vas. Donc, une belle métaphore qu'un client m'a donnée, c'est « t'es la petite main dans le dos, douce, qui me force à agir ». Ouais. Et c'est un peu comme ça que je me vois. En gros, j'explique, j'essaye de comprendre leur contexte, je leur montre en parlant de ce qu'ils ont déjà vécu dans le passé, qu'ils ont déjà tout en eux, et chose que parfois on oublie. Et après, j'accompagne doucement la mise en action pour y aller et se rendre compte que finalement, c'est qu'un escalator et que c'est pas plus dangereux que ça. Et puis finalement, tu arrives en haut sans même t'en rendre compte, quoi, finalement. Exactement. Ouais. Et du coup, donc pour ça, c'est quoi concrètement ta méthode? Comment est-ce que tu les accompagnes en fait? Du coup, moi j'ai plusieurs outils, donc je suis coach certifié ICF. Ouais. Ça veut dire que j'applique tout ce qui est en lien avec la charte éthique ICF. Donc il y a, comme je te disais, un diagnostic, je fais un état des lieux. Ensuite, on va venir faire un objectif d'accompagnement sur un nombre de séances prédéfinies à l'avance. Et après, moi, je remets en place à plusieurs niveaux. Donc, je m'appuie sur 3 intelligences. L'intelligence émotionnelle. Donc, on va souvent poser des questions pour reconnecter exactement. Tu parlais de peur, par exemple. D'où vient la peur? Des fois, en fait, on pense qu'on a peur, mais en fait, c'est de la tristesse de faire le deuil d'une situation passée, ou alors c'est de la colère parce qu'on sent qu'on est en perte de maîtrise. Donc, il y a des émotions qui sont plus admises que d'autres et donc qui vont masquer la réelle émotion. Donc, on va aller bien creuser qu'est-ce qui se passe derrière pour comprendre. Et aussi, la personne, quand on va creuser, elle va apprendre à se connaître. Elle va apprendre que ça, c'est important pour elle et ça ne l'est pas. Donc pour ça, j'ai un outil très concret qui permet de visualiser qu'est-ce qui est important pour toi réellement maintenant. Et donc, une fois qu'on a réalisé qu'en fait, ma valeur, c'est l'énergie, ou l'enthousiasme, ça c'est la mienne, mais ou la famille, ou l'engagement, on va se rendre compte que lâcher un job ou quitter ma fonction, finalement, ce qui me fait peur, c'est plus de trahir les gens avec lesquels je m'étais engagée il y a 3-4 ans. Et finalement, j'ai déjà admis que le poste ne me convient plus, mais c'est ma valeur engagement qui m'empêche de partir. Et du coup, une fois qu'on va reprogrammer, ou en tout cas donner une autre signification à cette valeur, finalement, on va décaler la valeur engagement sur l'engagement de moi vis-à-vis de moi-même et de ma mission de vie. Finalement, l'engagement avec mes anciens collègues, je vais y arriver à le gérer et puis je vais pouvoir quitter et leur dire au revoir. Tu vois, Donc, une fois qu'on a bien travailler le terrain, voilà, c'est ça. C'est difficile, en fait, quand on est la tête dans le guidon, de soi-même se dire, en fait, on se dit juste, j'arrive pas à lâcher le job. Et tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas à lâcher le job? Mais parce que t'arrives pas, effectivement, à faire le lien que, en fait, ça va toucher telle valeur chez toi et que, du coup, c'est dans tel ordre de priorité dans ta vie. Et donc, c'est effectivement là où tu t'arrives, en fait, comme un éclaireur et tu te dis, OK, en fait, c'est tel lien. Et donc, voilà ton fonctionnement, voilà ton mécanisme, quoi. C'est un peu exactement ça. C'est d'abord se rendre compte déjà de qui on est et qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qui nous fait vibrer. Tu vois, une des questions que j'adore, c'est dis-moi à quoi tu rêves. Et c'est bateau, mais en même temps, quand je pose cette question-là, la plupart du temps, les gens, je sais pas en fait. Et le fait, moi je le dis souvent dans mes conférences, rêver, la capacité à se projeter, c'est un muscle. En fait, ça va être très simple de prendre les rêves des autres et de se dire oui, moi aussi je rêve d'acheter un pavillon avec des grandes baies vitrées, une piscine et une Porsche dans mon garage. En fait, c'est facile de s'appliquer ces rêves-là, mais est-ce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer? Donc déjà reconnecter à ce que j'ai vraiment envie de vivre, là où j'ai envie d'aller, c'est déjà un premier travail. Et quand on est en plein dans le rush, dans son job, avec ses collègues, les exigences de la vie pro, de la vie perso, le mariage de la cousine, etc., faire ce pas de côté-là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, dans les phases de coaching,
il va y avoir comme je te disais, un audit aussi, et ça va forcer à se poser des questions et à travailler ce travail d'introspection. Il y en a qui arrivent et qui l'ont déjà fait, donc on gagne du temps. Mais dans les premières séances, ça va être beaucoup là-dessus. Et comme moi, j'ai à cœur de donner de la valeur directement actionnable, à chaque fois, les gens repartent avec des plans d'action concrets à appliquer dans leur vie quotidienne tout de suite. Ça reste pas un travail ésotérique de quel est mon ikigai et tout. En fait, je fais des allers-retours entre du macro et du micro. Pourquoi? Parce que tant que c'est pas ancré dans la matière, par exemple, on va découvrir qu'une valeur c'est engagement, mais comment on le vit moi l'engagement au quotidien là? Mais oui, je m'en rends compte, en fait c'est ça. Donc on va aller ancrer ce qu'on a découvert, dans la matière. Et du coup, tu parlais effectivement de la partie sport qui fait partie de ta vie. Hein. Alors, tu es, je pense, alors, il y en a plein qui diraient hyperactive, mais finalement, c'est juste que le sport fait partie vraiment de ton équilibre. Comment est-ce que tu réussis à l'implémenter dans tes coachings? Je dirais même, en quoi, pour toi, c'est important juste d'être en mouvement? Alors là, tu vas me lancer sur un truc. Je pense que de toute façon, moi-même, j'ai pas encore terminé de savoir à quel point c'était puissant et important et comment je m'en sers. Je pense que maintenant, depuis que je me pose cette question, j'ai quand même des débuts de réponse, mais j'ai pas terminé. Tu as dit le mot hyperactive. Je pense que j'ai plus d'énergie peut-être que la moyenne, et encore, c'est juste que je suis rentrée dans un système où l'énergie est fondamentale. Mais quand tu regardes, c'est un peu tout le monde qui est dans le même système. Sans énergie, que ça soit physique ou mental, il se passe pas grand-chose. Un des mots favoris des ados, c'est quand même flemme. Ouais. Et donc, quelque part, c'est un peu le truc qui est ma mission à moi, c'est d'activer les énergies. Parce que quand tu vois que quand on est ensemble, en groupe, collectivement, ou même quand tu mobilises ta propre énergie, tu peux réaliser à quel point ton impact individuel et collectif, il est puissant. Et ça, il n'y a pas à dire. Le seul truc qui alimente, développe l'énergie, c'est bouger. Alors, si on extrapole encore plus loin, c'est le sport. Mais sport, il y a beaucoup de gens qui se sentent exclus de ça. Le sport, ce ne sont que des activités physiques codifiées. Donc, si tu marches, tu fais le tour de pâté de maison, tu te mets la règle de t'arrêter tous les 10 mètres et faire 3 squats, tu as inventé un nouveau sport. En fait, c'est juste ça. Donc, ce que je dis aux personnes, c'est le corps, il est constitué à 80% d'eau. Et c'est pas moi qui le dis ça, c'est Mike Horn. Et de l'eau qui stagne, ça pue. Et c'est clair, quand on bouge pas, il y a tout un processus physiologique qui s'arrête, et tout ce que la nature n'utilise pas, elle le détruit. Donc on va détruire, que ça soit des facultés cognitives, parce que tout ce qui est coordination, motricité, etc. ne seront plus utilisés, donc les connexions vont se détruire. Et évidemment physique et physiologique. Je pourrais plus lever mon bras, je pourrais plus m'asseoir. On le voit avec le vieillissement sur des personnes âgées. Donc, comme moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient heureux et complètement heureux. Le but, c'est qu'ils soient aussi bien dans leur corps. C'est le seul endroit où ils sont obligés d'habiter. Donc, comment ça, pour répondre à ta question, enfin, comment ça se concrétise, c'est je vais les challenger à chaque fois sur l'organisation et la planification de leur temps, qui est d'ailleurs un des outils que j'utilise. Et dans la planification du temps, il y a un temps dédié au sport ou à l'activité physique. Donc, s'ils arrivent à le faire en autonomie, je vais juste vérifier que c'est bien en place. Si jamais ils ont besoin d'aide, j'ai mon autre société, du coup, où on va pouvoir placer un coach sportif pour les inviter à bouger. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en creusant et en m'intéressant aux gens, dans la phase d'audit,
je me rends compte qu'en fait, la plupart des personnes ont eu une activité physique par le passé qui les satisfaisait pleinement et qui l'ont laissé tomber. C'est la première chose en général qu'on drop parce qu'on j'ai pas le temps. C'est ça. Alors que c'est qu'une question d'organisation. Alors, c'est difficile de le dire comme ça parce que, tu vois, ça qui est hyper intéressant, c'est que moi, je suis passée d'une phase où je faisais énormément de sport dans ma phase de sportive où j'étais dans un sport-études. Donc, ma vie était organisée par des gens extérieurement. C'est-à-dire que je savais à quelle heure je m'entraînais, je savais à quelle heure je mangeais. Et même quand j'étais en vacances, notre entraîneur, il nous envoyait un planning de vacances. On savait qu'on devait courir le mardi, faire des pompes le mercredi. On avait un planning même pendant les vacances. Donc, j'étais déjà dans une inertie qui dépendait pas de moi. Et moi, je n'avais qu'à appliquer des choses qui avaient été pensées par quelqu'un d'autre. Quand je suis devenue maman, qu'après je suis allée vivre à l'étranger, que j'ai fait mes études, comme tu l'as dit, le premier truc que j'ai droppé, c'est le sport. Donc, j'ai arrêté le sport pendant 8 ans, purement et simplement. Rien du tout. Zéro. Okay. Zéro. J'ai recommencé le sport quand je suis arrivée à Casablanca, après avoir vécu 7 ans en Allemagne. J'ai rencontré 2 mamans de l'école à la sortie, le jour de la rentrée, qui étaient en tenue de sport. Et moi, j'ai essayé de me connecter avec des nouvelles personnes parce que je connaissais personne, du coup. Elles m'ont vue, elles ont été hyper sympas. Elles m'ont dit « Ah, t'es nouvelle et tout. » Je dis « Ah, bah, vous êtes en tenue de sport. Ah, bah oui, on va courir, tu viens ?» Je dis « Ah, mais j'ai pas mes affaires. Bah, je passe me changer, je vous rejoins sur la corniche. » Et c'est là que j'ai remis mes baskets façon concrète et intellectuelle. C'est-à-dire, je me suis reconnectée à ce que le sport m'apportait. À ce moment-là, je sortais d'une phase très compliquée. J'ai fait une dépression postpartum après l'arrivée de mon 2e enfant. J'avais vécu à l'étranger où j'étais coupée de ma famille, donc sans lien social. J'ai dû recréer un lien. Ça a été une période qui était très difficile. Et le fait de changer de pays, déjà, c'était un nouveau départ. Et en plus de remettre mes baskets, ça a vraiment stabilisé beaucoup de choses chez moi. Et après, j'ai eu l'envie de le partager à tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'est devenu et que j'ai lancé ma première société, Casafit, Casablanca Fitness, après avoir remis mes baskets. Mais comme tu l'as dit, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'empathie sur les gens qui me disent « j'ai pas le temps ». Parce que à la tête de 2 entreprises, plus une association, 2 enfants, j'ai un chien. Quand même, et du coup, souvent, j'ai aussi envie de me dire j'ai pas le temps. Sauf que maintenant, j'ai hacké le truc et ça ne dépend plus de moi. Je suis retournée à l'étape sport-études où on pensait les choses pour moi et j'avais plus qu'à faire. Donc, je me suis créé un système où j'ai plus besoin de réfléchir. Moi, j'ai mon groupe de running le mercredi soir. Comme c'est moi qui le dirige et comme j'ai la valeur engagement, je cours tous les mercredis soirs. J'ai mon groupe de triathlon le dimanche matin avec ma petite team de filles du triathlon où on se fait des pics quand on rate les sorties vélo. Pareil pour ma team natation. J'ai une team natation où dès qu'on me voit pas, on me tag et on me dit « Alors, t'es encore séché, tu t'es pas levé ». Donc en fait, je suis dans un système où quoi qu'il arrive, on va me rappeler au bon souvenir de tu t'étais engagé à faire ça, où tu es. Donc, l'excuse de j'ai pas le temps marche plus. Parce que tu as trouvé justement ce hack-là de ne plus te laisser le choix. C'est ça. Parce qu'effectivement, on est tous humains et après une grosse journée ou une soirée tard, du coup, tu te réveilles pas forcément le lendemain, tu vas te dire « Ah, là, j'ai pas envie, j'irai demain. » C'est ça. Et donc, ça dépend plus de moi. Et c'est pas parce que je suis faible que, tu vois, j'ai pas réussi, j'avais prévu d'aller m'entraîner à 16h, j'y suis pas allée. Culpabilité, tu dégrades l'estime de toi, etc. Parce qu'on est des très bons négociateurs de nous envers nous-mêmes. Par contre, quand on a dit à la copine, oui, je viens à ton anniv, alors qu'on est crevé, qu'on pourrait aussi se dire, là, c'est là que je vais me reposer, là, on va pas négocier. Ouais. On s'est engagé avec quelqu'un et on va aller boire un coup, on va aller faire la fête. Par contre, la séance de sport, elle a sauté. Parce qu'on a négocié hyper bien avec nous-mêmes. Donc là, c'est pas moi qui suis plus motivée que les autres, c'est pas moi qui ai plus de détermination, c'est que j'ai confié les clés de ce pilier-là
à un système qui dépend pas de moi. Et est-ce que tu arrives à voir, ou en tout cas depuis le temps que tu accompagnes les personnes, la différence entre les personnes qui n'ont absolument pas d'activité physique vs celles qui bougent au quotidien? Est-ce que ça, dans leur mindset, dans leur état d'esprit au quotidien, tu vois une différence, ou en quoi, en tout cas, ça les aide à potentiellement aller mieux ou d'aller d'un point A à un point B? En fait, j'ai envie de te dire non. Je vois pas de différence parce que la capacité à faire des ponts, elle existe pas encore chez tout le monde. Je m'explique, c'est-à-dire que tu peux être un très bon sportif, avoir un job, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens cloisonnent. Ils cloisonnent leurs compétences. Et c'est d'ailleurs, donc là, je vous donne un hack à tous les coachs, c'est qu'en fait, moi, j'adore aller regarder ce que font les gens en dehors du domaine dans lequel ils m'ont demandé de les coacher. Parce que, en fait, quand on va observer typiquement une maman qui va avoir plein de skills d'organisation à la maison, et dans son travail va se dire non mais je suis incapable d'organiser ce colloque ou j'en sais rien, ou de prendre la parole, alors que elle est par exemple parent relais de la classe de son fils, et c'est elle qui écrit sur WhatsApp constamment, donc elle est constamment mise en valeur. Et alors que quand on lui demande de présenter une réunion ou de faire un truc, elle va dire surtout pas, j'aime pas être mise en valeur. Attends, mais rappelle-moi ce que tu fais à l'école, tu vois. Et donc ça marche aussi sur le sport. C'est pour ça que concrètement, tant que ça n'a pas été travaillé, ça se voit pas. Parce que souvent, moi, je vais m'appuyer quand j'ai un client qui est sportif, et je vais aller inversement et aller chercher tous les échecs qu'il a eu dans sa vie sportive, voir comment il a rebondi peut-être, et aller les transférer sur le domaine qu'il est en train d'affronter sur sa vie pro, tu vois. Ou inversement, tiens, qu'est-ce que tu as fait au boulot qui fonctionne? Qu'est-ce qui t'empêche de faire pareil dans ta vie perso pour ton sport? Et donc là, ça se voit à ce moment-là. Mais concrètement, au départ, non, ça se voit pas. Voilà. Ouais, encore une fois, en fait, on se rend compte à quel point on se sous-estime, et on se rend pas compte, effectivement, ce que tu disais, on cloisonne tellement qu'on ne se rend pas compte des choses qu'on a faites par le passé, on ne les valorise pas non plus assez, et qu'en fait, c'est des compétences et des choses qu'on peut réutiliser, en fait, dans sa vie pro, quand on l'a rencontré dans la vie perso, et vice-versa, quoi. C'est ça. Donc effectivement, enfin ça c'est quelque chose que du coup tu permets. Là, si pour les personnes même qui nous écoutent, elles sont justement en plein changement, que voilà ça fait peur, qu'elles ne savent pas par où commencer, ce serait quoi les premiers conseils que tu pourrais tu vois leur donner, ou les choses que tu vois à mettre rapidement? Tu disais actionnables, alors bien sûr après c'est au cas par cas, c'est du coaching, mais les choses ou les questions qu'on peut se poser dès à présent, demain matin en se levant, tu vois? C'est rigolo que tu dises ça, parce que c'est un des rituels qui m'a beaucoup aidée quand moi, grosso modo, c'est 2015 où tout s'est déclenché, donc ça fait maintenant 10 ans. On va dire que 2015, ça s'est matérialisé en quelque chose de très concret. Avant ça, il y avait eu toutes ces phases un peu mouvantes où j'avais pas les leviers pour les traverser avec plus de sérénité. Le truc qui m'a beaucoup aidée et que tout le monde peut actionner tout de suite, suspense. Ouais, je regarde avec les yeux. Attention. C'est très simple, c'est un papier et un stylo. Ouais. C'est d'écrire. Et c'est très drôle parce que je pense que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais un journal intime. Donc, je l'utilisais pas comme j'utilise maintenant ce qu'on appelle le journaling. Par contre, ensuite, j'ai fait évoluer la pratique. J'ai des cahiers que je m'amuse de temps en temps à relire, que j'ai noircis depuis 2015, où je me pose des questions. Il y a des questions types et tous les matins, j'en choisis une. Quelle est la personne que j'ai envie d'être? Quels sont les problèmes ou les difficultés
que j'affronte actuellement et ça ressemble à quoi quand elles ont été résolues. Quels sont les principes fondamentaux de ma vie sur lesquels je n'accepterai jamais de bouger. Donc, tu vois, je réponds pas à toutes ces questions tous les jours, mais j'en pioche une où il y a des questions après encore plus opérationnelles qui sont quelle est la journée que je décide de passer. Quand je sais que ça va être une journée rude, j'essaye de remettre au centre, par exemple, moi je sais que une journée sans rire et sans m'amuser, sans faire le clown, c'est une journée où je passe à côté, quoi. Et donc, j'essaye toujours de me dire, attends, aujourd'hui, on va s'amuser. Même si c'est une journée difficile, allez, on va rigoler. Tu vois, je plaisante avec les nanas de l'accueil, je fais des blagues. Je suis obligée de faire ça, sinon, je me coupe de ce qui est mon chemin de vie, quoi. Moi, c'est fit, flex and fun. Le fit, on fait les choses sérieux. Le flex, on s'adapte, on est agile et tout. Et puis le fun, ça fait partie du projet et du contrat. S'il n'y a pas le fun, c'est c'est compliqué. Ouais, mais je trouve ça vachement bien parce qu'en fait, c'est déjà de un, je trouve que ça permet de mieux se connaître. Et ça permet en fait de conscientiser toutes ces choses-là dont on n'a pas conscience en fait au quotidien. On se rend compte que on court après tellement de choses que finalement même les questions basiques que tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qui te fait rêver? Est-ce que tu es heureux? Comment tu as envie de passer une journée? Bah, je pense que vraiment plus d'une personne ont besoin de se poser 10-15 minutes avant de répondre quelque chose et en plus derrière de se demander mais est-ce que ça m'appartient vraiment à moi ou est-ce que c'est le rêve de ma mère, de mon oncle, de ma sœur ou des réseaux sociaux ou tu vois. Donc il y a tellement ce brouhaha externe qu'on a du mal à s'entendre en fait aujourd'hui et à s'écouter, tu vois. Donc effectivement, j'aime beaucoup les hacks. Est-ce qu'il y a ce hack, est-ce qu'il y a autre chose toi dans ta vie personnellement, des ressources ou même des mentors ou des gens qui t'ont aidé dans des périodes justement compliquées? Ouais, on avait déjà eu l'occasion de l'aborder. Ça fait partie de mon programme et du 4e pilier. Donc, on a vu un pilier qui est l'énergie. Et là, le 4e pilier, c'est la tribu. Alors ça, pareil, je l'ai méthodisé a posteriori. Concrètement, je l'ai toujours vécu. C'est-à-dire, tu vois, je te parlais du sport-études. Il y a eu un directeur technique qui m'a fait confiance alors que j'étais nulle, mais nulle. J'étais la plus nulle de toute façon. Et je sais pas pourquoi il a misé sur mes qualités physiques. Et donc, il m'a fait confiance. Et le fait d'avoir un professionnel ou quelqu'un comme ça, avec cette autorité, qui te dit non, toi, tu vas y arriver, tu dis, ah bah, si lui, il y croit et que lui, il est fort, je vais y arriver, quoi. Et ça, et j'ai eu de la chance, en fait. J'ai l'impression que les gens, ils ont toujours placé en moi ou vu en moi des choses que moi-même, je voyais pas. Un autre exemple, mais très bête, hein. Alors, j'ai été jeune maman, très jeune maman, et donc j'ai commencé à profiter de la vie d'adulte très jeune. Il se trouve qu'au lycée, j'ai beaucoup séché. Et j'avais un CPE qui s'était un petit peu investi d'un rôle et qui me poursuivait, en fait, dès que j'avais le malheur de mettre les pieds au lycée pour que je justifie toutes mes absences. Il a même fait un document où il avait fait un pourcentage d'absence. Par exemple, le lundi matin, il y avait TP de physique. À peu près au mois d'avril, j'avais 80% d'absence sur le lundi matin. Ah ouais, tu vois. quand même costaud. Et il m'avait fait des graphiques, etc., en fonction des journées. Et ce jour où il m'a remis cette feuille avec ses graphiques, j'étais assise à son bureau et que je lui explique pourquoi je venais pas à l'école et au lycée en l'occurrence. Et puis moi, j'ai essayé de lui expliquer. Enfin, j'avais pas trop d'explications parce que je vivais des choses en dehors du lycée. Et il m'a dit, je vois dans vos yeux la lueur de l'intelligence. Et à ce moment-là, je portais des lentilles vertes de couleur parce que j'avais toujours rêvé d'être une métisse aux yeux verts. Et je lui ai dit, non, mais c'est des lentilles de couleur. Mais tu vois, le truc est quand même rentré dans ma tête. Et à cette époque-là, il y avait lui, il y avait ma prof principale de maths aussi ils se sont beaucoup investis pour moi, pour que je lâche pas. Le lycée, ma prof de maths m'avait fait un pacte en me disant, écoute, moi, je pense que t'as tout à fait, j'étais en S, SP maths, tu vois.
Et j'avais des bulles, j'allais pas trop. Alors forcément, les maths, il y a pas de secret. Si tu connais pas le théorème et que t'as pas pratiqué, tu peux pas inventer, tu vois. Et donc j'avais vraiment des mauvaises notes en maths, et elle m'avait pris sous son aile en me disant écoute, si tu sèches plus mes cours, je t'arrange le truc avec Monsieur Schirch qui était le CPE. Par contre, moi, je crois en toi, je sais que tu vas y arriver, je peux même t'aider, etc. Donc, en fait, quand tu as cette chance d'avoir des gens qui croient en toi, ça donne une forme de pouvoir magique assez incroyable. Et tu vois, des exemples comme ça, j'en ai plein et j'ai beaucoup de chance. Et c'est là où parfois je peux être un peu dure, dans le sens où les gens qui me disent non mais moi il y a personne pour m'aider, c'est une compétence clé, aller chercher à demander de l'aide et du soutien et autoriser aussi les gens à t'aider et à voir en toi des choses que peut-être tu ne vois pas. C'est une compétence. Et ça s'invente pas. À un moment, faut accepter que les gens ils te voient comme quelqu'un d'intelligent. Et voilà, et c'est tout. Et du coup, aller s'appuyer sur ces ressources-là aussi. Donc le 4e pilier, pour en revenir à ça, il y a la tribu, donc créer une forme de groupe autour de soi dans ces moments de transition, avec chaque personne a une caractéristique et un rôle précis. Donc on va dans ma formation, je vais apprendre aux gens à créer la compétence de demander de l'aide et de se faire aider. Et ça, c'est magique. Moi, aujourd'hui, je continue. Dès qu'il y a un poste vacant, là, par exemple, je viens de faire une proposition à quelqu'un en lui disant, écoute, j'ai ma place de mentor, là. J'avais un mentor. Il se trouve que mon mentor, maintenant, on est au même niveau. Donc, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Et je vois en toi une forme de mentor. Est-ce que ça te plaît et tout? Donc, on doit en rediscuter dans une semaine. Donc, on a parlé effectivement du mouvement. On a parlé du coup le fait de savoir s'entourer, parce que finalement un des pouvoirs magiques, c'est d'avoir des personnes en fait qui croient en nous, / qui voient des choses que nous on ne voit pas. Exact. Et ça, je suis bien d'accord avec toi, et c'est d'ailleurs aussi tout le rôle d'un coach. Exact. Et pour finir, du coup, est-ce que tu peux nous parler des 2 autres piliers Alors, je vais donner un pilier. Ok. Pour l'autre pilier, il faudra me rajouter. J'adore, et beaucoup. me poser la J'aime question. beaucoup, Dis j'aime Marie. beaucoup, Alors, j'aime on va beaucoup. dire... on va donner le pilier numéro 2, dont on a déjà un petit peu parlé, mais qui est plus concret. Ça va être la vision, le travail de la vision. On en parle beaucoup. Peut-être la différence entre, juste pour relativiser ce truc, c'est que moi je dis il faut avoir quelque chose de suffisamment puissant pour t'inviter à changer ou à évoluer. Peu importe, en fait, si tu retravailles ta vision, ou si même en avançant, tu te rends compte que c'était pas exactement ça. Même si j'ai décidé de prendre le rêve de ma voisine, si c'est suffisamment puissant pour me dire je vais aller contacter un coach pour me faire coacher, je vais changer de job et je vais faire quelque chose différemment, peut-être je vais m'inscrire à un groupe de running à la rentrée, si c'est suffisamment puissant, ça me va. Après, on pourra toujours ajuster sur la vision. Plus on va avancer, plus on va se connaître, plus on aura la capacité de designer, moi j'appelle ça un énoncé de mission, qui correspond à la personne qu'on a envie d'être et de devenir. Mais du coup, 2e pilier, travail de la vision. De façon très concrète, j'ai plusieurs exercices là-dessus pour commencer à designer quelque chose qui, quand tu le vois déjà, tu te dis « Ah ouais, ça me parle. » Pour finir, en fait, j'aimerais que tu me répondes en gros du tac au tac à quelques questions. Allez. Est-ce que tu as une philosophie de vie ou un mantra qui t'accompagne au quotidien? On en a déjà dit plusieurs. Déjà, il y a le fit, flex and fun. Moi, c'est l'enthousiasme radical. Donc il y a enthousiasme. L'enthousiasme, si on regarde la définition, c'est l'énergie divine. Donc rien à voir avec une forme de religion, mais c'est le feu sacré quelque part, le truc qu'il y a en toi. Et je pense qu'on a tous déjà ressenti de l'enthousiasme, que ça soit pour manger un plat, ou arriver à Disneyland, ou une belle plage, etc. Cet enthousiasme, il vit en nous. Et le but, pourquoi radical ?
c'est donc de ne pas laisser le choix qu'il existe et qu'il continue à exister. C'est-à-dire, peu importe la difficulté de la vie ou de la journée que je vais avoir, je décide que ce feu sacré, il est là et il reste là et je l'alimenterai, quoi qu'il arrive. Et justement, c'est une super transition. Tu te lèves le matin, tu renverses le café. Tu sais, le truc, la série, là, t'as la fuite d'eau, t'as la journée, tu sais, qui commence et il y en a plein où tu loupes ton train, tu sais que tu vas être en retard, tu commences à transpirer et tout. Comment, à ce moment-là, tu arrives à switcher d'énergie? Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu vois, tout à l'heure, j'y ai pensé quand on parlait du journaling. Si tu demandes aux personnes qui m'ont rencontrée durant la période où j'habitais en Allemagne, j'étais quelqu'un de très négatif. Je passais mon temps à critiquer les Allemands, tout ce que je vivais en Allemagne, ma vie horrible, etc. Tu vois. Et à un moment, j'en ai marre d'être cette personne. Et c'est même une copine de fac que j'ai croisée, qui a d'ailleurs appuyé sur un des premiers boutons en 2014. Parce que j'étais pas heureuse en Allemagne et j'étais pas heureuse en couple. Donc j'ai aussi connu un divorce, donc une séparation. Et je me souviens qu'on était assises sur les bancs de l'école entre 2004 et 2008. Je suis partie. On s'est revus en 2014 et on s'assied dans un bar à Belleville. Et je commence à lui dire, ouais, tu sais, ça va pas très bien dans mon couple, je suis fatiguée, j'en ai marre, etc. Elle me regarde, elle me dit, alors ça fait 3 ans que je t'ai pas vue, je suis pas venue là pour t'écouter, me raconter ce que tu me racontais déjà il y a 10 ans. Écoute, à un moment donné, soit tu trouves le moyen d'être heureuse dans ta vie avec ton ex, soit tu pars, quoi. Enfin, il n'y a pas plusieurs solutions. Acteur ou victime, quoi. Ouais, c'était rude, mais je me suis dit, en fait, tu vois, c'est vrai, quoi. Il y a 10 ans, je lui disais la même chose. Donc, à un moment, soit faut que je décide. Donc ça a été ma première prise de conscience. La deuxième, ça a été de remettre mes baskets. Donc, je me rends compte à quel point ce côté négatif n'était pas moi et ne me rendait pas heureuse. Et puis, me remettre à bouger, concrètement, factuellement. Et ces deux choses associées font qu'aujourd'hui, c'est devenu naturel. C'est-à-dire que oui, j'ai renversé mon café. Oui, j'ai un client qui a annulé alors que je suis déjà en train de courir. Bon, ça arrive pas souvent parce que sinon je leur fais faire des burpees ou des clés de bras en dernier. Je les attrape, je sais où ils habitent. Mais non, je plaisante. Mais oui, il y a des journées comme ça, c'est compliqué. Et à la fois, en fait, tu as la capacité de reprogrammer ton cerveau. Tu fais une pause, tu respires, tu t'appuies sur ta tribu. Dans la tribu, il y a le cheerleader, la pom-pom girl. Tu l'appelles. Moi, j'ai une copine, je l'appelle. Je sais que quand je l'appelle, je lui balance 3 vannes et puis elle rigole et elle me dit « Ah, t'es trop drôle, t'es incroyable, t'es magnifique, t'es magique et en plus, t'as des belles jambes. » Du coup, c'est bon, je suis hyper contente, je repars dans ma journée, tu vois. Et après, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand tu coaches quelqu'un, il va repartir avec du matériel, une forme de boîte à outils où il va pouvoir sortir ce dont il a besoin en fonction de ce qu'il va affronter. Si c'est une journée qui part en sucette, on va avoir mis en place ce système de gros cailloux, j'en dis pas plus. Il va du coup observer la situation par le prisme des gros cailloux. En fait, est-ce que ça c'est important ? En fait, non, ça je l'ai pas mis dans ma boîte. Ok, je lâche. Ouais, savoir lâcher, effectivement. Ouais. Et la dernière question, ce serait, on fait un métier d'humain, tu rencontres plein de typologies d'humains, de parcours de vie. Qu'est-ce que tu dirais en fait sur l'humain, sur nous, sur quel regard tu portes en fait Ah waouh, tu sais que moi je suis aussi présidente du coup de L-Lead. Moi je suis fascinée en fait. À chaque fois, c'est assez, pour être 100% honnête, c'est même assez déstabilisant, tu vois, parce que là, tu vois, je parle, tu viens m'interviewer. Quand je vois les autres, je me dis, je comprends pas pourquoi moi j'ai plus la parole ou potentiellement je vais avoir plus d'occasion d'exprimer mon parcours ou des choses comme ça. Quand j'entends d'autres parcours, je me dis mais j'ai rien de plus. Et donc c'est fascinant dans un sens et des fois c'est même
j'ai peur en fait. Je me dis pourquoi moi quoi. Et je me dis mais en fait c'est ça. Et tu vois, j'ai fait du ski et la façon dont je l'ai accepté maintenant pour me dire ok, j'ai la chance d'avoir la parole et donc je vais en profiter, mais je suis pas meilleure qu'une autre et ni moins bonne d'ailleurs, tu vois. Mais c'est qu'en fait moi j'ai la chance d'avoir la parole pour le moment. Je suis sur un plat. Je sais pas si tu as déjà vécu ça en ski. Ouais. Pour traverser un plat. Donc, je vais te donner mon bâton. Ouais. Et je vais te tirer pour que tu passes devant. Et tout ce que j'espère, si tout le monde fonctionne comme moi, c'est que toi, quand tu es devant moi, tu vas pouvoir me retirer pour que je repasse devant. Et comme ça, sans effort, on traverse ce plat à la même vitesse, voire même plus, en économisant de l'énergie, etc. Donc, c'est un peu mon ambition. C'est comme ça que je vois le monde. Moi, je vois les gens avec un potentiel illimité, une histoire et des expériences magnifiques et magiques. Donc je me dis, si j'ai la chance aujourd'hui d'en tirer quelques-uns, dans quelques temps, ça sera l'inverse. Et dis-toi bien que si je suis là, c'est que quelqu'un m'a tiré à un moment. J'ai de la reconnaissance pour plein de gens qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis. Ouais, et j'aime beaucoup et merci de finir sur ça parce que c'est vrai où on est à mon sens dans une société où on voit l'autre un peu comme une menace ou même à l'école depuis petit, tu vois, c'est la compétition avec les notes. Ah ouais, mais ton copain, il a eu combien? Ou même nous en tant que parents, on va dire ah mais et ton copain, il a eu combien? Enfin, tu vois, c'est des réflexes comme ça de toujours faire mieux que l'autre, alors que finalement, on peut se nourrir les uns des autres. Et en fait, on est beaucoup plus fort ensemble et en s'entraidant sur les compétences, sur les différentes forces, plutôt que de rester effectivement individualiste et dans cet esprit de si je te pousse, j'ai plus de chances d'accéder plus vite au sommet, quoi. Mais après, je pense que chacun a la nécessité de le ramener à qui il est. Tu vois, moi, par exemple, j'adore jouer, je te parlais de rigoler et tout. Moi, je suis une joueuse. Je suis une joueuse et j'aime le challenge. Donc, en fait, je fais du triathlon et j'en parlais récemment parce que j'ai eu 3 week-ends consécutifs de la compétition et on a pu beaucoup échanger sur nos façons d'aborder la compétition. Qu'est-ce que le fait d'être en concurrence avec d'autres personnes génère en fait en nous? Ce que moi j'ai observé par rapport à moi, c'est déjà maintenant je me fixe des objectifs raisonnablement ambitieux. Compte tenu de ma charge de travail, mon manque de sommeil et le peu d'entraînement que j'ai l'occasion de faire maintenant, je vais pas aller chercher les performances que j'ai pu avoir il y a 2 ou 3 ans. Et je vais aller identifier dans la compétition les personnes qui sont à peu près dans ma catégorie, etc. Et je les regarde, je vois qu'elles sont devant moi et je vais chercher une par une à aller les rattraper. Alors, sur la course à pied, souvent ça arrive. En vélo, je double beaucoup de monde. En course à pied, j'essaye de ne pas me faire doubler et d'aller en gratter au moins 2 ou 3 places. Et donc, en fait, c'est vrai que je me positionne beaucoup par rapport aux gens qui sont devant moi. Et ça m'aide énormément. Ça m'aide à avancer. Et j'ai quelqu'un d'autre, une autre personne de mon club qui disait non mais moi c'est moi vis-à-vis de moi-même. C'est qu'est-ce que moi je suis capable de donner, etc. Et très bien, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ce qui pour moi m'aide, c'est la concurrence, donc la fille que je vais aller chercher à dépasser. Quand je vais la dépasser, je vais lui dire, déjà je vais toujours lui avoir un petit mot d'encouragement en disant lâche rien, et j'espère qu'elle va m'utiliser pour accélérer aussi. Et si elle me repasse devant, ça m'est déjà arrivé, mais on se tape dans la main. J'ai rigolé avec elle parce qu'on a fait que de se passer devant à vélo. Elle m'est repassée devant, je repassais devant et tout, et en course à pied, elle m'a fumé. Et donc, à la fin, je lui ai dit bravo. En fait, je pouvais pas l'atteindre. Elle était plus forte que moi. Et j'ai été hyper contente parce qu'elle m'a stimulé quand même une bonne partie de la course. Et j'ai certainement élevé mon niveau grâce à elle. Et donc, je dis merci à tous les gens qui sont meilleurs que moi. Exactement, parce que du coup, tu l'utilises pour être toi meilleur en fait au quotidien. Sinon, ça me donnerait pas envie de me mettre un coup de pied au derrière. En fait. Exactement. Vraiment utiliser votre tribu, comme tu disais. Même toi, tu vois. Enfin,
je vois que, par exemple, quand je t'ai découvert ton profil Insta, bah, tu as une capacité, par exemple, de mettre en avant la vidéo, l'audio, que moi, j'ai pas. Donc, bah, très bien, je suis hyper contente. Ouais. Et inversement, moi, j'ai un réseau peut-être plus développé que le tien. Exactement. Si je peux t'apporter sur ça, bah, Exactement. c'était avec grand plaisir. Ouais. Exactement. Et ben écoute, merci en tout cas vraiment pour cet échange. Pour le 3e pilier, du coup, Ah là il là. faut te suivre sur LinkedIn, partage tes réseaux sur Oui. quoi, où est-ce que tu es le plus active, où est-ce qu'on peut te poser potentiellement cette question du 3e pilier? Alors, bah, moi, j'essaye de progresser dans tout ce qui est marketing de soi. Ouais. Sur les réseaux, donc LinkedIn et Instagram, Ok. principalement, Marie Ronceret. Qu'on mettra du coup en commentaire. Voilà. Donc tu pourras, vous pourrez du coup cliquer directement sur son profil. C'est ça, j'espère. Et puis, si jamais ça vous a parlé, j'ai pour projet, donc je bosse normalement beaucoup en B2B, donc Ouais. avec des sociétés, mais je lance une cohorte de femmes qui appliquent les principes de l'enthousiasme radical et les outils qui s'appellent l'atelier des 12 Sprints. Ok. Donc, normalement, c'est en projet pour début septembre. Donc, Ok. si jamais Génial. le cœur vous en dit d'en savoir plus, il y a du coaching collectif et individuel durant 3 mois. Donc, c'est vraiment intensif. Et à la fois, c'est pour vous aider dans ces moments de bascule dont on a parlé. Génial. Bah, merci encore, Marie. Du coup, n'hésitez pas à suivre Marie, à lui poser toutes ces questions. Nous, on se dit à très très vite pour de nouvelles choses et un nouvel épisode très très vite. Et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, Marie. Merci Marie.